Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva sur scène. Nous avons pu voir au 11 à Avignon une pièce intitulée 4211 km, écrite et mise en scène par Ayla Navidi, et à l'issue du spectacle, nous avons pu nous entretenir avec Olivia Pavlou-Graham, la comédienne principale. C'est une pièce qui retrace la vie des parents de l'autrice, l'exil difficile et l'installation en France de la famille, le voyage de 4211 km entre Téhéran et Paris. Ils se sont réfugiés en France après une révolution contre le Shah et ils ont fui la dictature de Khomeini. Olivia Pavlou-Graham, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai la chance de vous rencontrer à l'issue du spectacle 4211 km que Oui. nous venons de voir au 11 à Avignon. Et c'est l'histoire d'une famille iranienne, mais surtout la vôtre en fait, de votre personnage. Oui. Une petite fille, puis une jeune fille, et une jeune femme qui nous raconte la vie de ses parents, une vie d'Iranien en exil politique. Et c'est un spectacle qui nous a énormément touchés. Nous en étions bouleversés, donc je suis très heureuse de m'adresser à vous pour avoir un petit peu des explications. Alors c'est un texte et une création d'Ayla Navidi. Tout à fait. Merci. Allez-y, peut-être, il faudrait nous en dire plus. Écoutez, merci déjà de m'accueillir. Oui, tout à fait. C'est Ayla Navidi qui a écrit cette histoire. C'est son histoire, en fait, celle de ses parents. Elle raconte comment ils ont fait ces 4211 km de Téhéran pour arriver à Paris dans les années 80 pour fuir le régime islamique, parce qu'ils ont d'abord fait la révolution militante étudiante sous le Shah. Quand le Shah ensuite est parti, le régime islamique leur a volé cette révolution et donc ça devenait beaucoup trop compliqué pour eux. Ils étaient si activistes et si militants que ça devenait plus possible. Donc ils sont exilés à Paris, comme tant d'autres. Ils ont eu la chance de survivre. Et leur fille, donc Ayla, donc le personnage que je joue dans la pièce s'appelle Yalda Farhadi, est née à Paris et elle raconte cette double culture, ce pied à la fois qui est resté en Iran et ce nouveau pied qui reste dans leur petit studio parisien. Et elle se raconte, elle raconte ses parents, elle raconte toute cette vie et cet espoir éternel de pouvoir retrouver un pays. Oui. Sans pour autant, encore aujourd'hui, ils n'ont pas pu y retourner après plus de 40 ans. Parce que ils sont sur toutes les listes rouges, noires, de toutes les couleurs malheureusement. Oui. Et donc voilà, c'est son récit et c'est sa façon à elle d'ancrer cette histoire, qu'il y ait une trace à tout jamais. Oui. Parce qu'elle est nécessaire. C'est ça. Et alors elle part d'un problème de nom, puisque le nom de sa fille n'a pas été donné à la mairie sous prétexte d'une vague employée qui ne l'a pas voulu. Tout à fait, qui a dit que c'était trop long de mettre les deux noms des parents. Trop compliqué. Trop compliqué, trop long, que ça allait être trop pesant pour l'enfant. Et le père qui après plus de 48 heures sans avoir dormi, je pense n'y a pas pensé plus que ça en se disant au pire on le changera. Et en fait l'administration française est plus compliquée que ça et on se rend bien compte que sur cet acte de naissance c'est pas vraiment possible de rajouter quoi que ce soit. Et donc cette crise à la naissance de son enfant, cette crise de ne pas avoir son nom de famille, le nom de ses parents, son nom iranien figuré. Oui, on comprend tout à fait. C'est pour elle le plus grand acte d'oubli, en fait, de trahison. De négation. Voilà. Et pour elle, c'est nier, pas juste son histoire, mais celle de ses cousins, celle de ses oncles, ses tantes, mais même de tout un peuple. Et de effacer ça, c'est une des plus grandes fautes. Quoi. Oui. Alors c'est ça qui est le moteur du récit de l'histoire. Oui, de ce trajet dans le temps. Alors ce qui est très émouvant à mon avis, enfin ce que j'ai ressenti, c'est que vous présentez évidemment tout l'arrière-plan politique, Oui. le militantisme des parents, Oui. surtout du père. Oui.
donc avec cette inquiétude, les dates, les répressions, les tortures, les emprisonnements, et aussi la vie quotidienne. Et alors il y a des scènes très émouvantes de danse, de chant, surtout dans les débuts, dans la première partie. Ça, ça nous prend et on est content de partager ces moments-là. Écoutez, nous aussi, autant bien sur scène que personnellement, mais pour avoir eu l'honneur d'avoir rencontré les parents d'Ayla, et ce qu'elle m'a transmis et nous a tous transmis à toute l'équipe, c'est vraiment, ses parents ont choisi la vie au-dessus de tout. Et ça a été vraiment moteur dans toute leur vie. C'est des gens qui croient en la résilience et qui croient en la résilience avec le sourire, avec le « rien n'est la fin du monde ». Parce que voilà, et on peut toujours se concentrer que sur le négatif, mais c'est pas ça, vivre. C'est ça, c'est ce qu'ils expliquent à leur adolescente de fille. Exactement. Quand vous êtes adolescente, que vous dansez d'ailleurs très bien et chantez du rap, là aussi ça fait plaisir cette scène. Où vous vous révoltez dans le fond. Oui, parce que je pense que elle parle de cet héritage qu'elle aime profondément, mais que je pense que c'est un héritage qu'on peut aussi détester, parce qu'il est lourd, il est pesant. Elle porte la responsabilité de beaucoup de gens qui aujourd'hui ne sont plus là, et beaucoup de gens qui sont restés là-bas, beaucoup de gens qui sont exilés autre part. Elle en parle, elle a de la famille à Washington, à New York, enfin bref, tout ce peuple qui s'est exilé aux quatre coins du monde. Et voilà, je pense que c'était aussi le moment de l'adolescence où elle fallait crier. Oui, voilà. Parce que votre rôle finalement, alors vous le jouez très bien puisque vous êtes une petite fille, vous êtes une jeune fille, vous êtes une jeune femme. Oui, je pars et pour vous plusieurs passez âges. Voilà, d'un âge à un autre de manière très très habile, très convaincante. Et c'est toute la beauté, je trouve, si je peux me permettre, de ces textes, de l'écriture, de la plume d'Ayla. Après, je ne sais pas, c'est quelque chose, quand on raconte son histoire, on ne peut que le faire avec ses tripes. En tout cas, je pense que si on veut bien le faire. Et c'est ce qu'elle m'a raconté d'ailleurs. Elle a écrit cette histoire d'abord sans aucune pensée de le mettre en scène, sans aucune pensée d'en faire une pièce. Elle l'a écrite pour ses enfants. Elle en a 2, Léon et Rose, avec son conjoint Antoine Vélescaz. Et voilà, elle a commencé à écrire pour leur transmettre l'histoire de ses parents. Ça a déversé d'un coup. Et petit à petit, on lui a dit, mais il faut absolument le partager. C'est beaucoup trop nécessaire, c'est beaucoup trop beau et c'est beaucoup trop de choses pour ne pas le partager au plus grand monde. Et donc au final, elle s'est laissée tenter. Et c'est vrai que nous sommes venus voir la pièce, pas seulement par le bouche à oreille, mais aussi parce que nous sommes toujours touchés, évidemment, par ce qui se passe en Iran. Et ceci depuis très longtemps. Et vous-même, comment vous avez été amenée à participer à cette pièce, à jouer ? Écoutez, c'est Ayla qui m'a repérée. On a fait la même école, les cours Aquaviva à Paris, anciennement atelier du Sud-Est. On n'était pas du tout dans la même classe, on ne se connaissait pas, mais elle m'avait vue de loin. Alors physiquement, elle s'est dit, bon, ça passe, elle fait peut-être un peu iranienne. J'ai cette chance. Et puis on a beaucoup discuté et je pense qu'on s'est retrouvés sur beaucoup de points. J'ai pas du tout la même histoire, mais je m'y suis retrouvée dans cette crise identitaire. Comme je vous l'avais dit, je suis moitié grecque, moitié néo-zélandaise. Et je suis arrivée à Paris, moi, en 2001, 2002. J'ai appris le français. Je suis allée directement dans une petite école élémentaire française et j'ai dû tout apprendre, faire ma vie ici. Et je connais ces petits moments aussi où on ne prononce pas bien mon nom. Alors merci, vous l'avez très bien fait. Mais voilà, les petits détails comme ça qui font que c'est les moments du quotidien où on s'y retrouve en fin de compte, parce que des petits éléments du quotidien sont en fait assez symboliques en fin de compte. Donc voilà, j'ai rencontré Ayla à cette école, elle m'a auditionnée et depuis je ne veux pas la lâcher. Oui, on comprend. Alors qu'est-ce qu'il y avait évidemment de terrible aussi, c'est derrière ce tulle là où on aperçoit des scènes de torture, des scènes de prison, des scènes du passé en tout cas que Galda n'a pas vécu. Voilà. Qu'on lui a quand même raconté. Voilà, plus ou moins. Plus ou moins, oui c'est ça. C'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser, c'est comment les parents, et qu'elles posent des fois, vous n'en parlez pas ou vous en parlez tout le temps. Voilà, c'est ça. Comment se fait la transmission ? C'est ça. Et puis surtout, on le voit avec le temps qui défile, avec les âges différents. Au début, surtout la mère essaye pas de lui cacher, mais en tout cas de sucrer les choses, de pas trop lui en dire, parce qu'elle veut préserver cette innocence, cette naïveté.
Mais c'est quelque chose qui nous rattrape, qui les rattrape malgré tout, parce qu'ils sont si militants, ils veulent y retourner. Et pour eux, c'est une évidence, c'est même pas une croyance, c'est une évidence qu'ils vont rentrer. Donc pour y rentrer, ils y travaillent, ils militent, ils manifestent, comme on le voit dans la pièce. Et ce sont des choses qu'on ne peut, ne pas cacher à leur fille qui partage, comme elle raconte, pendant la plupart de sa jeunesse, un petit studio où débarquent à l'improviste C'est ça. des personnages, des personnes de la famille, des gens qu'ils connaissent plus ou moins. Oui, ou d'autres militants. Tout à fait, d'autres pas du tout. D'autres, en fait, c'est ce qu'elle raconte aussi à travers des personnages comme Hossein, où ce sont des artistes aussi qui ont dû fuir. Parce que chanter, danser, écrire, peindre sont devenus aussi totalement interdits. Oui. Donc elle raconte tout ça, elle raconte comment il y a plusieurs genres de personnes qui ont dû fuir. Et c'est pour ça que c'était aussi une leçon pour nous. Parce que quand il parle de solidarité, on voit ce que c'est. Vraiment. Ou bien aussi, c'est très émouvant quand ils manifestent ensemble là et qu'ils disent liberté, égalité, fraternité. Là, on l'entend et on le voit vécu, ou essayer d'être vécu de façon très concrète, très, très sérieuse, quoi. Plus peut-être que des franco-français d'origine. Je sais pas. Je pense que parfois on a cette richesse, on a ce luxe d'habiter là où on habite. Et parfois on peut peut-être le prendre pour acquis, je sais pas. Mais je sais que, pour en avoir discuté avec ses parents, je sais que ça faisait partie de leur choix. Pourquoi ils ont choisi la France, c'est qu'ils ont vu liberté, égalité, fraternité écrit. Et ils ont dit, ah d'accord, ça c'est ça que je veux. Et donc oui, je pense que c'est très très important de le souligner. Et pourtant, ce qu'elle nous présente des Français, le policier, l'administratif et un prof, ils sont en dessous de tout, on a honte, nous. Parfois oui, alors pour l'avoir vécu moi, mais dans d'autres circonstances, oui. Mais bon, je pense que dans beaucoup de pays, il y a cette administration qui est sans fin, qui nous fait sauter dans plein de petits cerceaux malheureusement. Mais oui, elle raconte aussi juste, je pense, cette sensation de perte de moyens. Elle veut s'en sortir et parfois c'est pas aussi facile. Mais la professeure, je pense, elle raconte aussi cette femme, et qui est parfois jouée par un homme aussi, donc c'est à la fois un homme et une femme. Et on a des photos d'ailleurs magnifiques que j'aimerais vous donner de leur classe de français, qui est vraiment une toute petite classe bondée de personnes, et où il y a un prof qui essaye de leur apprendre le français. Et par contre, ça, c'est des gens bénévoles, volontaires, qui font ça à des heures de nuit, parce que souvent ils doivent travailler de jour pour gagner des sous. Donc ça c'est aussi très beau. Et il y en a des Français qui veulent soutenir, qui veulent être solidaires et qui veulent partager cette culture. Donc non, je pense qu'il y a un peu des deux, et je trouve ça élégant du coup. Mais finalement, il y a beaucoup d'obstacles, parce qu'il y a le voyage, il est raconté, mais pas tout au début, il est raconté tardivement, un peu, je trouve, dans la pièce, avec ce passage dans les montagnes, jusqu'à l'avion, pour sortir d'Irak. Et puis après l'administration, bien sûr. Oui. C'est dur, ça, des obstacles matériels, bien sûr, mais aussi financiers, administratifs. Oui. Elle raconte vraiment ce périple. Parce que c'est un périple, surtout quand il faut le faire avec des faux papiers, quand il faut le faire de nuit, parce que de jour il y a des bombardements, qu'il faut le faire littéralement à dos d'âne et puis à pied. Elle raconte, oui, que c'est vraiment c'est même pas un choix, non, c'est une nécessité, et c'est quelque chose qu'on fait quand on est enceinte d'ailleurs. On le fait malgré nous. Et alors, le passage des difficultés administratives qui doit être parcouru comme un parcours du combattant apporte aussi un élément presque de comique, parce que cette répétition des marches... On appelle ça le tunnel administratif. Faire indéfiniment,
et c'est traité de façon très légère et très... Bah, il faut, je pense. Il faut donner parfois des moments de respiration. Et que c'est comme elle, ce qu'elle raconte dans cette vie, c'est que oui, il faut absolument respirer à des moments, rire des absurdités de la vie parfois, mais comme il y en a partout, dans chaque pays. Et ça nous fait beaucoup de bien aussi, nous, dans la pièce, et je pense aux spectateurs aussi, donc je suis contente que ça vous ait... Ah oui, mais vous avez Ça des vous est sourires et parvenu. des rires extraordinaires. Ah oui, vraiment, je les ai appréciés. Il y a des moments comme ça, les joyeux anniversaires pour raconter les enfants avec la différence culturelle. Et par rapport au décor, le décor est très simple, mais il y a des espèces de poussières comme des morceaux de papier par terre. Ça symbolise quoi? C'est la scénographe Caroline Frachet qui a fait cette scénographie avec Ayla. Elle a plusieurs matériaux qu'elle a utilisés pour symboliser cette terre. Elle a symbolisé aussi les cendres des parents, qui est un peu ce fil rouge sans vraiment qu'on en parle durant cette pièce. Parce qu'au final, on comprend à la fin qu'elle fait ce voyage pour retourner en Iran. Bien que retourner, c'est un grand mot, parce qu'elle n'y a jamais vraiment mis les pieds. Donc c'est pas vraiment un retour, elle y va. Et elle raconte comment cette terre, qui est quelque chose qu'elle fantasme aussi depuis toute petite, pouvoir la toucher, la sentir, la manger presque, d'avoir cette sensation et cette relation avec le sol qui est pour elle, je pense, très très importante. Et pour en avoir discuté avec Ayla, c'est quelque chose qu'elle garde profondément en elle. Et elle va pour la première fois en Iran pour rapporter les cendres de ses parents qu'elle lui voit verser sur cette terre qu'elle vient de découvrir. C'est ce qu'elle a fantasmé dans sa tête, c'est ce qu'elle parfois imagine, puisque elle est entre cet espoir et ce... Mais ça n'a pas eu lieu dans la réalité. Non, ses parents c'est la question que je me posais. Voilà, ses parents, donc Ginouz et Parviz Nabidi sont toujours en vie. Et on les a rencontrés, c'était des moments d'humanité extraordinaires qui nous touchent, qui nous bouleversent toujours. Et c'est dans son esprit, son retour se fera comme ça. En tout cas avec eux, d'une manière ou d'une autre. Mort ou vivant. Mort ou vivant, mais en tout cas le retour se fera. Elle aussi, donc. Oui. Une scène que j'ai pas compris, je voudrais préciser, c'est quand les militaires déplacent les tapis. Oui. Alors c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans votre esprit, qu'est-ce que... J'ai pensé que les Peshmerga venaient les emmerder et qu'elle ait eu peur. Tout à fait. La démolition de la maison. Tout à fait. Vous avez tout compris. C'est le moment un peu moins réaliste, j'imagine, de la pièce, parce que c'est plus imagé, c'est plus cauchemardesque. C'est tout à fait ça. En fait, c'est à la fois le moment où elle raconte au cours vraiment d'un été, de quelques semaines, même pas, dans la prison d'Evin en Iran, s'est passé plus de 5000, des milliers de prisonniers ont été abattus, un après l'autre à la chaîne. Et en fait, c'est le moment de son adolescence où elle prend connaissance et elle prend vraiment connaissance de toute cette horreur. Et donc, cet îlot de tapis persan qui représente un peu son cocon explose. Elle est enfin confrontée à tout cet héritage. Et puis aussi, c'est là où on rentre dans le tunnel administratif, on rentre dans vraiment le collège, le lycée, la manager de son premier emploi. On rencontre la vie vraiment très française, alors qu'avant on voit vraiment son cocon iranien. Et donc elle raconte vraiment ce truc où ça explose cette familiarité, ce refuge. Et elle raconte aussi ce massacre, elle raconte ces corps qui ont été jetés dans un fossé, cette fosse commune. Les tapis qui deviennent noirs, qui sont retournés. J'ai pas compris. Donc elle raconte cette violence tout en même temps. Et je pense qu'elle en a beaucoup parlé avec des gens qui parfois ne tenaient pas tous les petits éléments de ce qui se passe, mais elle aime cette confusion. Elle aime ce côté un peu déroutant. Elle veut qu'on ait cette sensation comme Yalda,
Oui. d'être perdu, d'être peureux, d'avoir peur, Terrorisé. voilà, terrorisé. Elle aimerait, voilà. Donc si vous avez senti un peu ça, vous avez tout compris. Elle a réussi. J'ai senti la terreur des Peshmerga, oui. Ouais. Parce que nous, on est très attentifs à ce qui se passe en Iran, en fait. Et c'est étonnant, toutes ces révolutions. On en parle de moins en moins. On en parle de moins en moins aux médias, on en parle de moins en moins partout. Mais il faut continuer à suivre ce peuple. C'est beaucoup trop important et nécessaire. Ils se battent aujourd'hui depuis 40 ans, mais là spécialement depuis septembre, depuis le décès depuis le massacre de Mahsa Amini. Il faut ne pas lâcher, ne pas les lâcher, parce qu'ils nous attendent aussi, à ce qu'on les soutienne. Oui. Alors ce qui est marquant aussi, à mon avis, c'est peut-être l'amour entre les parents. J'ai été frappée, émue par ça, et je me suis dit, mais est-ce possible? Ah, écoutez, pour les avoir vraiment vus ensemble, là, oui, ça existe. Cet amour qui triomphe par-dessus tout, qui triomphe. Comme ce que dit la mère dans l'histoire, oui, notre vie, elle est faite de guerre, de massacres, de sacrifices, mais on a décidé de se battre, on a décidé de survivre. Et c'est ça que tous les deux, avec une puissance et un amour qui est vraiment... C'est ça qui les tient d'ailleurs. Qui les tient ensemble et qui les tient Oui, oui. parce que C'est c'est un ce qu'ils bout donnent à d'Iran. leur fille. Leur amour, Tout à c'est fait. l'Iran. C'est l'Iran, c'est leur fille, c'est tous ces gens à qui ils doivent leur respect et leur amour. Ça les tient et ça nous tient aussi, je pense, dans cette pièce. C'est ce qui... on est infusé de ça, quoi. Je trouve. Et moi, je l'ai été pour avoir rencontré Ayla et ses parents. Et ses parents. C'est un bol d'amour magnifique. Ah oui. Mais écoutez, je crois qu'il nous reste à vous remercier. Moi, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et pour la pièce, et pour votre jeu magnifique, votre présence rayonnante dans cette pièce, et pour cette interview, bien sûr. Avec Bonne grand plaisir. continuation. Merci, Au mesdames. revoir. Merci.
آدرس خونت شد و دلم هندم تو نخوبی آدرس خونت شد و دلم هندم تو نخوبی یارم هندن از سفر مگه اونین خبر یارم هندن از سفر مگه اونین خبر هوای بنده چه گرمن تبرون بالای کپر هوای بنده چه گرمن تبرون بالای کپر دلبرم مکن ناز با گرمای بندر بساز دلبرم مکن ناز با گرمای بندر بساز اگه ناتونی بسازی تا فرستم به شیراز اگه ناتونی بساز